Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er mai 2021. Un 1er mai assez agité à Montréal. Plusieurs manifs, les anti-mesures sanitaires, manif bon enfant avec des enfants, de la musique, des chants, des fleurs d'Elysée, des ballons jaunes. Une autre manif, des travailleurs syndiqués, elle aussi bon enfant, et une autre manif de la gauche, et une autre ce matin des, des anarcho-gauchistes ont pendant quelques minutes envahi, ont occupé le, le siège de la radio, de la télévision d'État, Radio-Canada. Et en fin d'après-midi, la convergence des luttes anticapitalistes dans le nord de la ville ont affronté un peu les forces de l'ordre. Alors, 4 manifestations dans une seule journée, c'est un grand cru, mais on devine bien que cette crise sanitaire couvre bien d'autres choses qui vont nous exploser à la figure d'ici peu. Alors, je ne crois pas qu'il y a des choses, de bonnes choses qui vont sortir de ça. À terme, du moins. Alors, ce soir, très courte vidéo parce que j'ai été très occupé. J'ai pas eu le temps de manifester. J'ai pas eu le temps non plus d'aller protester contre les mesures sanitaires, ni d'aller affronter les policiers, ni d'aller lancer à la crier des slogans à la gloire des travailleurs. J'ai travaillé et j'ai travaillé même pas mal fort. Alors, elle va être courte et elle va être tirée de ce livre, Les bibliothèques d'artistes, 20e siècle, 21e siècle, sous la direction de Jean-Roch Bouillet et les participations en fait, la direction de ces trois-là, Dario Gamboni et Françoise Levaillant. Alors, c'est un livre que moi je juge très important et ça a été publié aux éditions dans la collection Ariste, on aura compris, Art Histoire, sous la direction, les presses de l'Université Paris-Sorbonne. Voilà. Alors, un court chapitre qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est un artiste pour lequel j'ai un intérêt, je juge même qu'il est un marqueur. Alors, aimez-vous Picasso? Ouais, aimez-vous Picasso? Vous n'aimez pas Picasso? D'accord. J'adore Picasso. Alors, là, il est question donc de la bibliothèque de Picasso. Alors, j'ai relevé quelques points que je vais vous lire. Picasso n'a jamais illustré de livres. Il laissait ses amis et parfois éditeurs puiser dans son immense réservoir de dessins. Picasso lisait la nuit, à toute heure de la nuit. Il laissait les livres infuser dans son esprit, à l'instar de Pascal Quignard. Ça, c'est la méthode Quignard. Hein? Quignard, on l'imagine extrêmement studieux, en fait, n'étant qu'un être d'étude, entouré de livres, peut-être comme Picasso qui lisait dans son lit, les piles s'amoncelant autour de son lit, en lisant des passages, notant dans son cahier, renvoyant à d'autres livres, d'autres passages, s'endormant aux petites heures, laissant les phrases infuser dans son esprit. J'ai l'intuition, en fait, ce n'est pas une intuition parce que je ne pourrais pas la confirmer ni la valider, mais j'ai l'impression que Picasso faisait de même, qu'il laissait les livres s'emparer de lui subrepticement et inconsciemment, et qu'il laissait les textes irriguer son imaginaire
qui se déployait le jour venu sur des toiles peintes avec enthousiasme, avec rapidité, avec énergie. C'est l'énergie qu'on reconnaît surtout dans les toiles de Picasso. Picasso ne se vantait jamais de ses lectures à une future amante, amoureuse, épouse. Il demandait « Aimez-vous Sade ?» À Claude Roy, il dira ne rien comprendre à la physique d'Einstein, mais avoir appris autre chose tout de même. Il n'entendait que goutte à Hegel, mais comptait sur le galeriste Canoeller pour lui en fournir quelques clés. Apollinaire a été témoin de son apprentissage de la langue française. Et Apollinaire nous affirme qu'il avait un goût très sûr et tout de suite il savait reconnaître le génie de la langue. Picasso avait tout lu. Il avait lu Le Grand Baveux et il jugeait ça aussi drôle et cocasse qu'Alfred Jarry. Picasso transformait ses ateliers en bibliothèques sauvages, trop nombreux et envahissants, les livres. Il les enfouissait dans des caisses qu'il disséminait un peu partout. Il savait, avec une science très sûre, dans quel gisement il puiserait tel ou tel ouvrage qu'il avait transformé en le gratifiant d'un dessin, d'une esquisse, sur la page de garde ou ailleurs dans le livre. Ainsi, il s'était porté acquéreur d'une première édition de Mallarmé, qu'il avait rossé de multiples dessins, bonifiant d'une valeur supplémentaire cet ouvrage qu'il avait jugé payé très cher. Influencé par cet autre bibliophile de pointe, il jugeait que le livre est une œuvre d'art unique. Dans une armoire pleine à craquer des premières éditions, des envois, des manuscrits, ses potes, Éluard encore, Breton, Reverdy, Jacob, Jarry. Picasso avait l'âme d'un conservateur. Les classiques y sont en abondance. Un faible pour les libertins, Sade, Diderot, Choderlos de Laclos, Apollinaire, Jarry, Verlaine, Mac Jacob, Poe, Mallarmé, Oscar Wilde, Raymond Roussel. Mais on y note que Nietzsche y est curieusement absent. Or, des études savantes nous ont révélé que Nietzsche était au cœur de la genèse de sa création. Les amis de Picasso, poètes et écrivains, étaient convaincus qu'il était un des leurs, qu'en fait Picasso était un homme de lettres. Alors, ce court résumé au pas de course, la nuit est déjà avancée à Montréal, est tiré de fragments d'une bibliothèque, les livres de Picasso, de Laurence Madeline. Alors c'est tout, hein? C'est tout pour ce soir. Hier, c'est tout pour ce soir, mais hier ça a été une journée désastreuse à la librairie. Une des plus mauvaises journées depuis longtemps. Dans une année, dis-je, les mauvaises journées, elles sont au nombre d'une quarantaine. Dans une année normale, il y aura 40 journées où j'ouvrirai ma boutique pour rien du tout. Mais ces 40 journées peuvent être l'occasion de lire, de méditer, de réfléchir, d'écrire, de concocter des vidéos. Alors c'est ainsi que hier, par exemple, j'ai passé ma journée à lire j'allais dire le nègre magistral, le nègre fondamental, cette apologie d'Aimé Césaire de Jean Bernabé, et j'ai revisité quelques-uns de mes recueils de poésie d'Aimé Césaire. Retour au pays natal, par exemple. J'ai examiné à nouveau les facsimilés de la revue Tropique, revue dans laquelle il était un des principaux animateurs. La journée était longue.
Et donc, ce genre de journée studieuse, parfaitement improductive sur le plan du commerce, mais une journée pleine de poésie où j'ai rêvé aux Antilles, j'ai rêvé à Breton en Haïti, Lautréamont. Comme quoi le... Mais qui peut se payer le luxe aujourd'hui d'une si belle improductivité? Je m'arrive de penser que je suis vraiment une sorte d'accident du système capitaliste. Ouais. Le système capitaliste avec ses injonctions, cette pression incessante de vouloir montrer aux uns et aux autres que nous sommes performants. Alors hier, j'ai été absolument imperformant, mais d'une imperformance remarquable. Les notes, j'écrivais, je gribouillais, je relevais des phrases. J'indiquais dans l'ouvrage de Bernabé les passages que je voulais, dont j'avais envie de vous lire. L'espèce de bonheur pluvieux. Hein? Je regardais par la fenêtre, il n'y avait pas un chat. Les journées sont froides en ce moment. Et je me disais, c'est quand même incroyable. Et comme Fabienne et moi avons l'intention de ne jamais prendre notre retraite, ça aussi, on est dans une sorte de présent perpétuel, plein de poésie. Et, euh, et nous nous tenons loin également des bas de société qui agitent présentement notre monde. Nous tenons loin et nous nous gardons bien aussi de répondre à cette agressivité grandissante, à ce mécontentement grandissant. Fabienne reste dans son atelier avec ses tubes, ses pinceaux. Moi, je vais la visiter dans son atelier. Moi, je reste dans mes livres. On lit, on échange. Alors voilà. Alors c'est tout pour ce soir. Demain, c'est dimanche. Je vais aller visiter ma mère, comme vous le savez, ceux qui écoutent mes petites vidéos. C'est ma mère en territoire acidique cédé. Territoire sacré et cédé, il faut quand même le dire. C'est sacré, acidique, ces hommes d'études. La seule chose qui les intéresse, eux, c'est d'étudier. Alors, en quelque sorte, des confrères, finalement. Je me rappelle, toute petite scénette. Oh, écoutez, ça doit faire au moins, il y a pas loin de 40 ans, sur la rue du Rocher, dans le quartier acidique. Un matin d'été très très tôt, il y avait un triplex et au rez-de-chaussée, il y avait une grande fenêtre et on pouvait voir à l'intérieur de cette fenêtre un mur tapissé de livres et un vieux rabbin y donnait des cours à de jeunes enfants, probablement les premiers rudiments de la Torah. Et la lumière d'été qui entrait dans cette espèce d'école, cette école improvisée, en fait, non pas improvisée, mais cette école qui n'avait pas l'air d'une école donnant sur la rue, je me suis arrêté un petit moment pour les admirer les uns et les autres, les jeunes enfants penchés sur leur cahier et le vieux rabbin avec force et gestes lui expliquant sans doute quelques récits bibliques. Dans ce Montréal matutinal et ensoleillé, cela offrait une sorte de vision d'espérance, j'aurais envie de dire. Et quelque part, j'aurais bien aimé me retrouver
dans cette salle et entendre à mon tour l'explication de texte d'un récit, des nombreux récits bibliques. Alors, voilà. Mais c'est ça aussi, on n'en finit jamais de reprendre, d'examiner les grands récits. Bon, ici, c'est les grands récits issus de la culture hébraïque, mais les grands récits grecs, les grandes épopées islandaises, les, les sagas islandaises, les épopées indiennes, les traditions autochtones. Au fond, on est sur Terre. On est sur Terre que pour étudier le plus qu'on peut. Et, comme Picasso, peut-être qu'on comprendra rien, mais on comprendra quand même quelque chose. Qui sait? Merci et à demain. Mais oui, à demain. Ça devait durer 1 mois, cette séquence vidéo. Le 4e mois sera bientôt complété. J'en rajoute. Alors bon, jusqu'à la levée du couvre-feu. Mais on n'a pas l'impression qu'il va être levé de sitôt tout de même, ce couvre-feu. On a cette impression-là. Ça va faire drôle. En tout cas, je ne sais pas comment la ville va réagir. Après des mois, je pense que ça fait 4 mois de couvre-feu. Je ne sais pas comment Je ne sais pas comment la ville de Montréal va réagir à cette levée-là. Si en plus il devait faire beau une nuit chaude là, de printemps, est-ce que les gens vont se promener tard dans la nuit, goûter enfin la sociabilité retrouvée? Je ne sais trop. Allez, là-dessus, je vous dis bonsoir et à demain.